Il n'y a pas grand-chose à faire en Antarctique à part des travaux scientifiques. Tu pourrais observer la faune, les manchots et les adorables phoques, et tu pourrais voir de temps en temps une baleine nager dans les environs. L'Antarctique est un immense territoire qui n'est habité que par des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier. Ces scientifiques ont creusé un trou à travers une couche de glace assez épaisse en vue d'étudier l'air ancien et la façon dont l'atmosphère se purifie. Ils ont utilisé une foreuse qui leur a permis de creuser un trou cylindrique à 140 mètres sous la surface. Cette glace, à certains endroits, peut être vieille de 800 000 ans et constitue un bon indicateur de ce qu'était le climat par le passé. C'est comme quand on consulte les cernes d'un arbre afin de connaître son âge, sauf que c'est plus compliqué que ça. Après avoir creusé sans difficulté, ils ont décidé de laisser tomber de la glace au fond du trou pour voir ce qui se passerait. Et ils ont entendu des sons vraiment inhabituels. Ils avaient l'impression d'être dans un vaisseau traversant un espace semé d'obstacles, avec de nombreux rochers se fracassant les uns contre les autres. Les sons changeaient à mesure que tombait rapidement le bloc de glace, passant de l'aigu à un son plus grave qui ressemblait à un battement de cœur. Cela a grandement déconcerté nos scientifiques, qui ont jeté un autre morceau de glace dans le trou et ont découvert que le même type de son se produisait, mais avec quelques variations. Ils ignoraient ce qui se trouvait sous la glace et, plus important encore, ce qui produisait ces sons. L'Antarctique compte un grand nombre de volcans dont beaucoup se trouvent sous des couches de glace super épaisses. Les chercheurs ont découvert 91 volcans et affirment qu'il pourrait y en avoir d'autres, ce qui en fait potentiellement la région volcanique la plus étendue du monde. Alors qu'ils effectuaient des travaux de recherche ordinaires, ils sont tombés sur tout un tas de formations souterraines coniques, ne laissant pas place au doute. Certaines de ces formations étaient enfouies jusqu'à 3 km sous la glace. Certains pics faisaient plus de 914 mètres de haut et des dizaines de kilomètres de large. Mais à la surface, tout était lisse et blanc. Il est possible qu'ils aient jeté leur bloc de glace dans le cratère d'un volcan se trouvant sous leurs pieds. Mais c'est peu probable. Même si la présence de volcans souterrains a été découverte par accident, il y a peu de chances qu'ils aient installé leur base directement au-dessus de l'un d'eux. Plus vraisemblablement, ils travaillaient dans une zone où l'étude des climats anciens est plus facile et moins dangereuse qu'ailleurs. Ils collectent des échantillons de glace et les étudient dans un laboratoire. Un peu comme d'autres découvrent un insecte préhistorique incrusté dans de l'ambre depuis des millions d'années, nous renvoyant à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Mais au lieu de petits insectes, ces scientifiques étudient la poussière ancienne, les bulles d'air, les sels marins, les cendres volcaniques et tout ce qui peut provenir de l'environnement. Ils peuvent ainsi savoir comment était le climat à une époque donnée. Ces échantillons de glace pourraient montrer que la calotte glaciaire occidentale de l'Antarctique a fondu lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Si c'est le cas, il est probable que cela se reproduise. Cela aurait pour conséquence l'augmentation du niveau des mers qui affecterait les villes côtières et les petites îles isolées. Mais les scientifiques ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils avancent, malgré certaines preuves à l'appui. L'étude d'un échantillon de glace peut prendre une semaine ou un an, selon ce qu'ils y trouvent. Ils écrasent ou font fondre l'échantillon petit à petit. Et comme pour les cernes des arbres, plus la couche est profonde, plus on remonte dans le temps. Pour étudier les anciennes bulles piégées dans la glace, les chercheurs doivent broyer les échantillons sous une hotte à vide et les en extraire, puis les stocker dans des flacons. Il existe divers instruments et appareils pour l'étude des échantillons de glace, mais comme ils sont très fragiles, toutes les analyses doivent être effectuées dans une salle stérile afin que le matériel ne soit pas contaminé. Les scientifiques doivent porter des combinaisons et des gants et l'air doit être constamment renouvelé. Même quelque chose d'aussi minuscule et insignifiant qu'une empreinte digitale peut anéantir un échantillon. Ils recherchent certains motifs qui leur laisseront entrevoir les changements dans la composition et la température de l'atmosphère. Mais faire tomber un bloc de glace dans un trou n'est pas si grave. S'il émet un son particulier, c'est pour la même raison que le son du klaxon d'une voiture en mouvement est différent de celui d'une voiture à l'arrêt. Le terme scientifique pour cela est l'effet Doppler. Il s'agit du changement de fréquence d'une onde observé quand la distance entre la source et le récepteur varie. Cela ne signifie pas que la fréquence du son change vraiment, elle ne fait que se décaler. Il se passe la même chose avec d'autres types d'ondes, comme celles de l'eau ou de la lumière. Mais pour l'observation de l'effet Doppler, les ondes sonores sont ce qu'il y a de mieux.
Donc, quand les scientifiques ont laissé tomber leur bloc de glace au fond du trou, les ondes sonores sont remontées et se sont répercutées sur la paroi du cylindre qu'ils avaient creusé. Voilà pourquoi ils ont entendu un son aussi étrange. N'oublions pas que ce bloc de glace avait voyagé à 140 mètres sous la surface. Les navires pétroliers creusent dans la croûte océanique des trous de plusieurs milliers de mètres. Le forage profond de Kola, en Russie, est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Il s'enfonce à plus de 12 200 mètres sous la surface, et il a fallu presque 20 ans pour atteindre ces 12 km. Juste au-dessous, on n'est qu'à mi-chemin du manteau terrestre. Par rapport à la taille de la planète, ce trou très profond ne fait littéralement que gratter la surface. Il n'était pas fait pour l'extraction de pétrole et il ne se trouve pas dans l'océan. Le forage a été arrêté en 1992 lorsque les ingénieurs ont découvert que les températures étaient de 37 degrés supérieures à ce qu'ils avaient prévu. Ils l'ont donc abandonné et il ne sert à présent plus à rien. Mais c'est le trou le plus proche du centre de la planète que nous ayons jamais creusé. Et le plus effrayant, c'est que certains des ouvriers entendaient des voix venant de l'intérieur. À Beyrouth, au Yémen, il y a un trou ancien au milieu du désert. Il est en fait plus proche d'Oman que de la capitale Sanaa. Ce trou plonge les habitants comme les experts dans une grande perplexité. Contrairement aux trous de Russie et d'Antarctique, celui-ci n'a pas été créé par l'homme. Ou peut-être que si. Il existe depuis de nombreuses années et les habitants s'efforcent de l'éviter. Ils n'aiment même pas en parler, car ils affirment qu'il porte malheur à ceux qui s'en approchent ou à quiconque prononce son nom. Ils prétendent qu'il s'agit d'une prison pour esprit, mais nombreux sont ceux qui rejettent cette thèse. Ce trou fait 30 mètres de large et entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et il s'en échappe aussi des sons très étranges. Mais d'après les scientifiques, ce puits n'est pas ventilé et il n'y a donc presque pas d'oxygène au fond. Ainsi, il est peu probable que quelqu'un ou quelque chose vive à l'intérieur. Des grondements profonds ont été enregistrés dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes en mars 2016. Certains de ces bruits ont même été suivis de ce qui ressemblait à des cris perçants. Les chercheurs ont enregistré ces sons en l'espace de quelques semaines à l'aide d'un microphone encastré dans du titane afin que l'immense pression ne le réduise pas en miettes. Et ils l'ont fait descendre extrêmement lentement, car la pression est 1000 fois supérieure à cet endroit qu'au niveau de la mer. Pendant 23 jours, le microphone a enregistré le son des baleines et celui des bateaux, et même le grondement des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas pu déterminer ce qui avait causé ces premiers sons. Ils ne savaient pas si ces bruits avaient une source naturelle ou s'ils étaient produits par les humains. Ils voulaient aussi savoir si ces sons affectaient la vie marine, comme les dauphins et les baleines qui dépendent de l'écolocation. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Les scientifiques estiment que l'océan est environ 10 fois plus bruyant qu'il y a 50 ans. Avec le développement des technologies de navigation, les sous-marins et les constructions sous-marines, l'océan est de plus en plus bruyant avec le temps. Les aurores boréales s'accompagnent elles aussi de sons dont personne ne parle. On les entend généralement au moment où l'intensité des aurores est au plus haut. Les scientifiques ignorent d'où viennent ces claquements et crépitements lointains, mais à l'aide de microphones spéciaux, ils ont pu localiser ces sons à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est plutôt bas. Ils sont en vérité causés par des charges électriques très puissantes dans certaines zones du ciel. Les orages magnétiques, qui sont à l'origine des aurores, viennent perturber l'électricité atmosphérique. En conséquence, de minuscules étincelles éclatent dans le ciel, ce qui provoque des claquements et ce faible... La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud, et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la 3e couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre. Et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente
selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autres points comme celui-ci qui puissent faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est.
Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas. Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui!
Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace ? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible ? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent ? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux.
Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60. C'était le début du XXe siècle, et deux rivaux, Robert Scott et Roald Amundsen, se sont chacun lancés dans leur propre expédition afin de devenir les premiers explorateurs de l'histoire à atteindre le pôle sud. La course n'aura pas été aisée, et elle s'est terminée tragiquement pour Scott. Amundsen, quant à lui, l'a remporté et est parvenu à planter sa tente au pôle avant ses rivaux. Thomas Griffith Taylor, un géologue britannique et membre de l'expédition de Scott, baptisé Terra Nova, a non seulement survécu à ces conditions difficiles, mais a également fait une découverte inattendue. Il est tombé en 1911 sur une cascade qui semblait faite de sang et qui jaillissait de la base rocheuse du glacier qui porte maintenant son nom. Il aura fallu plus d'1 siècle aux scientifiques pour comprendre ce qui se cachait derrière cette étrange coloration. Une équipe de scientifiques américains s'est rendue sur le glacier Taylor avec de puissants microscopes électroniques en vue d'analyser son contenu. Les études antérieures n'avaient fait qu'effleurer l'énigme écarlate, mais personne n'avait auparavant réalisé une analyse à grande échelle de sa composition minéralogique. Scieux chercheurs ont déployé un véritable arsenal d'équipements de pointe et ont ainsi repéré de petites nanosphères riches en métal. Ces particules infimes, 100 fois plus petites que les globules rouges humains, proviennent de microbes anciens et elles prospèrent en abondance dans les eaux de fonte du glacier Taylor. Ces nanosphères sont bourrées de fer, de silicium, de calcium, d'aluminium et de sodium, formant une composition unique qui donne à l'eau sous-glaciaire une teinte rouge vif caractéristique. Ces nanosphères ne possèdent pas la structure cristalline habituelle que l'on trouve dans les minéraux. C'est pourquoi les méthodes de détection précédentes n'étaient pas parvenues à les repérer. Les profondeurs gelées du glacier Taylor abritent une ancienne colonie microbienne qui a prospéré en autarcie pendant des milliers, voire même des millions d'années. Cette découverte pourrait nous aider dans notre recherche de vie hors de notre bonne vieille Terre. Le Dr Ken Levy, un chercheur de l'université Johns Hopkins, jouit d'une expertise impressionnante en CE qui concerne les matériaux planétaires et l'analyse d'échantillons martiens. Il a décidé de s'intéresser à ce qui se passerait si un rover martien atterrissait en Antarctique. Pourrait-il déterminer ce qui rend les chutes de sang si incroyablement rouges ? Ainsi, les chercheurs ont traité les chutes de sang comme le site de simulation d'un atterrissage martien. Ils ont utilisé des techniques inspirées par les rovers, explorant la planète rouge. Puis les échantillons qu'ils ont collectés ont été envoyés au laboratoire de Johns Hopkins. Là-bas, Levy a eu recours à la puissance de la microscopie électronique à transmission afin de révéler ces énigmatiques nanosphères. Il en a conclu que nos méthodes actuelles d'analyse des surfaces d'autres planètes au moyen d'astromobiles étaient insuffisantes. Elles ne peuvent pas dévoiler la vraie nature des matériaux environnementaux, en particulier sur des planètes froides comme Mars. Ceux-ci pourraient être extrêmement petits et non cristallins, ce qui déroute nos méthodes de détection.
Pour vraiment saisir l'essence des planètes rocheuses, nous aurons besoin de 16 microscopes électroniques à transmission. En fixer un sur un rover martien n'est pas encore réalisable, mais cela pourrait signifier le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. As-tu déjà vu une cascade en flammes? Chaque mois de février, lorsque les étoiles s'alignent parfaitement, Horsetay Fall dans le parc national de Yosemite subit une métamorphose sensationnelle. Au coucher du soleil, ses rayons frappent la cascade sous l'angle parfait, la transformant en un spectacle flamboyant aux teintes orange et rouge vives. Nous ne savons pas exactement quand ce miracle naturel a été découvert, ni par qui. Les premiers habitants de la vallée étaient peut-être au courant, mais ils ont su garder le silence. Ce n'est qu'en 1973 que le photographe Galen Rowell a saisi le premier cliché connu de la cascade, la plaçant sous le feu des projecteurs. Depuis lors, la chute de feu est devenue la coqueluche du monde entier, se répandant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et attirant les foules de très loin. Cette magnifique cascade suscite chaque année l'engouement de centaines de spectateurs, mais ils ne peuvent admirer ce spectacle que sous certaines conditions. Avant toute chose, Horsetay Fall nécessite un cours d'eau en mouvement. S'il n'y a pas assez de neige en février, la cascade n'aura pas assez d'eau pour créer sa magie. Les températures doivent également être assez chaudes pour faire fondre la neige pendant la journée. S'il fait trop froid, la neige restera gelée et le spectacle pyrotechnique n'aura pas lieu. Deuxièmement, nous avons besoin d'un ciel dégagé à l'ouest au coucher du soleil. Scieuses rayons solaires ont besoin d'un chemin direct pour frapper les chutes et leur donner vie. Et comme le temps à Yosemite est en constante évolution, les nuages peuvent se dégager comme par magie juste à temps pour le spectacle. Si toutes les conditions sont réunies, tu admireras alors les chutes de feu de Yosemite dans toute leur splendeur pendant environ 10 minutes. Le mystère des pierres mouvantes dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie a intrigué les scientifiques pendant des années. De lourdes pierres semblent avoir une volonté propre et se déplacent à travers Racetrack Playa, qui est le lit d'un lac asséché. Elles laissent derrière elles un sillon sur la boue craquelée. Il y avait toutes sortes de théories pour expliquer ce phénomène. Des champs magnétiques aux tourbillons de poussière, en passant par l'intervention de farceurs malicieux. Personne n'avait réellement vu ces roches en action, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère. En 2006, un scientifique de la NASA du nom de Ralph Lawrence est entré en scène. Il étudiait les conditions météorologiques qui règnent sur d'autres planètes, mais il n'a pu résister à l'attrait de la Vallée de la Mort et de ces mystérieuses pierres mouvantes. Il a eu un éclair de lucidité alors qu'il bricolait à sa table de cuisine avec un récipient Tupperware. Lawrence a rempli le récipient d'eau en laissant dépasser une petite pierre, puis il l'a mise au congélateur. Ensuite, il a placé cette construction glacée sur un grand plateau rempli d'eau avec du sable au fond, et il a doucement soufflé dessus. La pierre a commencé à glisser sur l'eau, laissant une trace dans le sable. Lawrence avait étudié comment la glace pouvait faire flotter et déplacer de gros rochers le long des plages de marée dans l'océan Arctique. Appliquant ses connaissances, lui et son équipe de chercheurs ont découvert que, sous certaines conditions hivernales de la Vallée de la Mort, suffisamment d'eau et de glace pourraient se former pour faire flotter les rochers à travers Racetrack Playa dans une légère brise. Et pendant qu'ils glissent, ils laissent leurs marques sur le terrain boueux. La rivière aux 5 couleurs, le Caño Cristales de Colombie, détient le titre officieux de rivière la plus belle au monde. Pendant la majeure partie de l'année, elle ressemble à n'importe quel autre cours d'eau ordinaire. La véritable magie se produit entre les saisons sèches et humides, lorsque le niveau de l'eau est tout simplement idéal. Le lit unique de cette rivière est recouvert d'une plante particulière, et lorsque les conditions sont réunies, elle éclate dans un éblouissant spectacle de couleurs. Imagine des rouges vibrants, des jaunes éblouissants et des verts luxuriants, tous se mêlant à l'eau bleutée. C'est comme pénétrer dans un arc-en-ciel animé aux 1000 nuances. Ce spectacle époustouflant ne dure que quelques semaines, de septembre à novembre. Pendant la saison des pluies en Colombie, le débit est trop important et le cours d'eau trop profond, masquant le fond de la rivière et privant la plante de la lumière du soleil dont elle a besoin pour virer au rouge. Et pendant la saison sèche, il n'y a tout simplement pas assez d'eau pour soutenir la vie luxuriante dans le lit de la rivière. Il faut donc la saisir au bon moment. La raison pour laquelle les plages des Maldives brillèrent dans la nuit n'est pas un mystère, mais cela ne les rend pas moins impressionnantes. Le phénomène se produit grâce à un plancton bioluminescent. Ces minuscules créatures sont semblables à de petites boules disco sous-marines, émettant une lumière bleutée chatoyante lorsqu'elles se trouvent agitées ou en mouvement.
Imagine-toi marcher le long du rivage et laisser derrière toi des empreintes lumineuses. Tu peux même prendre un bain de minuit au milieu de ce plancton magique. Les chercheurs ont découvert que leur bioluminescence était en réalité un mécanisme de défense intelligent contre les prédateurs. Lorsque ces micro-organismes font clignoter leurs petites loupiottes bleues, cela confond et surprend leurs agresseurs. Le plancton produit cette lumière en ayant recours à une substance chimique appelée luciférine. Ces planctons enchanteurs peuvent apparaître à tout moment de l'année, mais tes meilleures chances de... La plus grande région volcanique sur Terre n'est pas en Afrique ni au Japon, mais sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont découvert 138 volcans dans sa partie occidentale, et si jamais ils se déchaînent, vous le remarquerez sûrement. Ils pourraient y faire fondre d'énormes quantités de glace qui se déverseraient dans l'océan, en augmenteraient le niveau et rendraient notre planète inhabitable pour les humains. Mais avant que vous ne fassiez vos bagages pour vous envoler vers une autre planète, écoutez-moi. Actuellement, seulement 2 des volcans de l'Antarctique sont officiellement classés comme actifs. Et il faudrait toute une série d'éruptions, décennie après décennie, pour qu'ils aient un impact sérieux sur le monde entier. Le mont Erebus, l'un de ces 2 volcans actuellement en activité, porte fièrement le titre de volcan actif le plus austral du monde. Il est en éruption continue depuis au moins 1972. Il émet des panaches de gaz et de vapeur, et parfois, il expulse même des roches. Les scientifiques appellent ça des éruptions stromboliennes. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est un lac de lave, situé dans l'un de ses cratères sommitaux, avec des matériaux en fusion à la surface. De tels lacs sont assez rares, car certaines conditions sont nécessaires pour que leur surface ne gèle jamais. Le second volcan actif est l'île de la Déception, une masse de terre en forme de fer à cheval. C'est la caldeira d'un volcan actif qui est entré en éruption pour la dernière fois il y a plus de 50 ans. Les scientifiques qui le surveillent disent qu'il ne devrait pas se réveiller de sitôt. L'Antarctique est également le théâtre de régulières fumerolles. Il s'agit d'émanations de gaz et de vapeur volcanique. Dans les conditions adéquates, les crevasses peuvent expulser suffisamment de matériaux pour ériger des tours de glace de 3 mètres de haut. Les scientifiques surveillent les volcans de l'Antarctique avec des sismomètres qui se mettent en marche lorsque la Terre commence à trembler à cause de l'activité volcanique. Parfois, ils utilisent également des technologies plus complexes, mais les opérations sont toujours difficiles en raison de la distance de cette région polaire et des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour s'y rendre. C'est pourquoi personne ne peut prédire quand l'un des volcans du continent, actuellement endormi, entrera en éruption. Nous pourrions savoir à quoi ressemblerait un tel réveil si nous analysions ce qui s'est passé il y a près de 20 000 ans. Mais le faisons-nous ? L'un des volcans endormis de l'Antarctique, le mont Takahe, a autrefois connu une série d'éruptions et émis une bonne quantité d'halogènes riches en ozone. Certains scientifiques disent que ces événements ont réchauffé l'hémisphère sud. Les glaciers auraient commencé à fondre, et cela aurait contribué à mettre fin à la dernière ère glaciaire. Pour que ces événements se répètent, il faudrait à nouveau une série d'éruptions avec émission d'halogènes provenant d'un ou de plusieurs volcans se trouvant au-dessus de la glace. C'est un scénario peu probable, mais comme cela s'est déjà produit dans le passé, ce n'est pas complètement impossible. Quant aux volcans cachés sous une épaisse couche de glace, on pense que leur gaz aurait du mal à atteindre l'atmosphère. Cependant, ils seraient suffisamment puissants pour faire fondre d'énormes cavernes et produire d'importantes quantités d'eau de fonte. La nappe glaciaire de l'Antarctique occidentale est humide et n'est pas attachée à sa base. Cette eau de fonte agirait donc comme un lubrifiant et mettrait rapidement en mouvement la glace qui la recouvre. Le volume d'eau qu'un volcan de cette taille pourrait produire ainsi n'est rien comparé au volume de glace qui le surplombe. Ainsi, une seule éruption ne ferait pas de différence. Cependant, avec plusieurs éruptions de volcans situés près ou sous les grands courants de glace de l'Antarctique occidentale, ce serait une autre histoire. Ces courants de glace sont des rivières qui transportent une grande partie de l'eau de l'Antarctique vers l'océan. Si elles modifiaient leur vitesse et apportèrent des quantités inhabituelles d'eau dans l'océan, son niveau monterait. À mesure que la glace deviendrait de plus en plus fine, il y aurait de plus en plus d'éruptions. Les scientifiques appellent ça un effet d'emballement. Un phénomène similaire s'est produit en Islande. Le nombre d'éruptions volcaniques a augmenté lorsque les glaciers ont commencé à reculer à la fin de la dernière période glaciaire. Pour que des changements massifs se produisent, il semblerait donc que plusieurs volcans situés au-dessus de la glace et contenant des gaz riches en halogènes doivent devenir actifs dans un laps de temps assez bref et rester puissants pendant des dizaines voire des centaines d'années.
l'Antarctique contient environ 80% de toute l'eau douce du monde. Et si toute cette glace fondait, le niveau global des mers augmenterait de près de 60 mètres. Et nous n'aurions plus qu'à chercher une nouvelle planète où vivre. Mais ce scénario est peu probable. Il est plus probable que des éruptions sous-marines lubrifient les flux de glace et envoient des masses d'eau dans l'océan. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Un supervolcan extrêmement puissant et furieux pourrait y parvenir, et cela s'est déjà produit par le passé. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a connu une transformation majeure, avec non pas une, ni deux, mais 4 éruptions volcaniques massives. La province magmatique centra-atlantique s'est trouvée en éruption continuelle pendant 600 000 ans. C'était à Wrangellia, une grande masse de terre et jadis un volcan supermassif s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alaska. Mais ce n'est ni la lave ni les cendres volcaniques qui ont dévasté l'environnement. L'éruption a fait exploser les niveaux de carbone. La planète n'a plus jamais été la même après ça. Cette activité volcanique aurait permis aux dinosaures de devenir les géants que nous avons découverts dans Jurassic Park. Elle aurait déclenché une saison des pluies de 2 millions d'années et rendu la planète chaude et humide. Les dinosaures ont adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches sédimentaires, sous un ancien lac en Asie pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes évidents de ces éruptions. Ils ont également pu confirmer les grandes augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. Cela aurait rendu l'atmosphère torride, et la pluie s'est mise à tomber abondamment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une autre éruption comme celle-ci pourrait se produire. Le supervolcan situé sous le parc national de Yellowstone dort depuis près de 70 000 ans. Mais s'il se réveillait, ce serait bien plus catastrophique que l'éruption du mont Saint-Helens en 1980. On la considère comme l'éruption volcanique la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis. Elle s'est produite après 2 mois de tremblements de terre et d'injections de magma, qui ont affaibli puis détruit toute la face nord de la montagne. La colonne éruptive s'est élevée à plus de 24 000 mètres dans l'atmosphère et a répandu des cendres sur 11 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Et la dernière éruption de Yellowstone fut 1000 fois plus grande que celle-ci. Le sol de Yellowstone repose sur un point chaud, composé de roches fondues et semi-fondues. Ce magma s'écoule au-dessous du parc, à environ 8 km de profondeur, et fait s'enfler le sol comme un ballon. Mais lorsque le magma refroidit, le sol retourne à son état habituel. Les volcanologues surveillent cette activité depuis un siècle. Ils ont remarqué que le sol s'était soulevé d'environ 25 cm, il y a une vingtaine d'années, mais que depuis 2010, il redescendait. Les experts disent que nous n'avons pas à craindre de grandes éruptions prochainement. La fin du monde n'est donc pas pour demain. Mais une certaine activité souterraine retient actuellement l'attention des scientifiques. Comme les humains n'ont pas été témoins de tout ce qui a pu se passer à Yellowstone, il est plutôt difficile de dire avec certitude ce qui se mijote là-dessous. Yellowstone a connu quelques grandes éruptions au cours des quelques derniers millions d'années. Elles se sont produites avec une grande régularité, avec des intervalles de 6 à 800 000 ans. La dernière grande éruption a eu lieu il y a environ 640 000 ans, et elle a véritablement remodelé tout le paysage, dispersant des cendres et des débris jusqu'en Louisiane. Il est toujours possible d'en voir les conséquences dans la caldeira de Yellowstone. Les experts disent qu'une éruption Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe, et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout,
l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique ? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Sius courants imprévisibles pouvait s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitation. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue,
Il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine, et où le vent peut t'emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill, qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable... Regarde ça! Que fait ce cercle de glace parfaitement formé au milieu de cette rivière? Comment est-il apparu? Pour qu'un tel cercle se forme, les conditions doivent être très particulières. Voyons donc s'il est possible de simuler ces conditions chez soi. Les cercles de glace portent également le nom de disques de glace. Ils se forment dans les rivières, les lacs et les ruisseaux lorsque la glace s'accumule au centre de la masse d'eau déplacée par un tourbillon. En effet, les tourbillons suivent des trajectoires circulaires. Et en hiver, les cristaux s'accumulent souvent dans les eaux lentes. Ils forment alors des disques. Les courants ne permettent pas à ces disques de s'éloigner, ils les font tourner lentement sur place. Lorsqu'un cercle de glace tourne ainsi, il va heurter d'autres morceaux de glace et se voit comme poncé, jusqu'à se devenir parfaitement ronde. Il existe une autre façon de former de tels cercles. Lorsqu'une étendue d'eau est couverte de glace, le courant qui passe au-dessous peut en casser un morceau qu'il fera ensuite tourner jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un cercle. Ces disques peuvent être très grands, jusqu'à 15 mètres de diamètre. Les pénitents de neige sont un autre phénomène étonnant. Il s'agit de formations que l'on trouve à très haute altitude. Nombreuses et peu espacées, elles ressemblent à de longues et fines lames de neige ou de glace durcie qui pointent vers le soleil. Ces flèches poussent dans une région enneigée et glaciaire des Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude. Certains pénitents ne mesurent que quelques centimètres de haut, tandis que d'autres peuvent atteindre 5 mètres, soit environ 3 hauteurs d'homme. Ces structures se forment grâce à un processus appelé sublimation. Ce processus est un peu similaire à la fonte, mais dans ce cas, le soleil transforme directement la neige en vapeur, sans la faire fondre au préalable. En d'autres termes, la glace saute le stade liquide et passe de sa forme solide à sa forme gazeuse. Les zones courbes se réchauffent et se subliment plus rapidement que les autres, formant des bosses. C'est ainsi que naissent les pénitents, et c'est pourquoi ils sont penchés en direction du soleil. Et voici ce qu'on appelle une fleur de glace, n'est-ce pas joli? Ce phénomène porte également le nom de fleur de givre, ou encore ruban de glace. Tu peux faire ton choix. Je m'en tiendrai à fleur de glace. Elle se forme lorsque l'air s'est refroidi à des températures glaciales, mais que le sol n'a pas encore gelé. La sève contenue dans les tiges des plantes se dilate pendant la congélation. Cela provoque des fissures le long de la tige. L'eau est ensuite aspirée par ces fissures. Elle gèle au contact de l'air. Ce processus forme des couches de glace très fines qui ressemblent à des rubans ou à des pétales de glace. Le même phénomène se produit sur les plantes ligneuses. Mais dans ce cas, la glace est encore plus fine et ressemble davantage à des cheveux. Ces formations sont incroyablement délicates. Si tu veux voir des fleurs de glace, cherche-les tôt le matin dans les zones ombragées.
tu pourras trouver des fleurs de givre flottant à la surface d'un lac ou d'une mer récemment gelée. En 2009, une équipe de scientifiques de l'Université de Washington naviguait près du pôle Nord. C'est alors qu'ils ont découvert un vaste champ de ces jolies formations de glace. Mais le plus beau, c'est qu'en faisant fondre quelques-unes de ces fleurs, ils ont remarqué que l'eau contenait un nombre inhabituellement élevé de bactéries. Mais comment ces étonnantes formations apparaissent-elles? L'air doit être extrêmement froid, plus froid que la surface de l'océan, et très sec. Lorsque la différence est grande, la sécheresse de l'air fait remonter l'humidité de l'océan. L'air devient humide, mais seulement pour un temps. Le froid alourdit cette vapeur, et l'air cherchera alors à se débarrasser de tout ce poids. Ainsi, cristal par cristal, l'air se retransforme en glace, créant de délicates fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 7 cm de hauteur. L'océan fleurit littéralement. Les aiguilles de glace portent également de nombreux noms, dont colonnes de givre, franges de glace et Peep Cracks. Ce type de glace naît selon le même processus que pour les fleurs de givre. Mais dans ce cas, l'eau est aspirée à la surface du sol par détroits capillaires. Toute cette eau gèle en prenant l'aspect d'aiguilles. À première vue, ces formations ressemblent à des balles de foin, mais c'est de la neige. En fait, c'est une description assez exacte. Sais-tu comment on roule le foin en grosses boules? Eh bien, de la même manière que se forment ces rouleaux de neige. Le vent souffle sur un morceau de neige. À mesure qu'il roule, il amasse plus de neige et grossit. Les rouleaux sont généralement cylindriques et creux, car la toute première couche s'écaille souvent à mesure que le rouleau avance. Ces formations de neige peuvent atteindre jusqu'à 6 cm de diamètre. Elles se produisent lorsque les températures sont proches de la fonte et qu'il y a une couche de neige fraîche et poudreuse au sol. Et elle ne doit pas coller à la surface sur laquelle elle se trouve. N'oublie pas non plus le vent. Il doit être suffisamment fort pour faire rouler la neige, mais pas trop afin de ne pas l'abîmer. Des conditions plutôt précises, c'est pourquoi les rouleaux de neige sont si rares. Mais la glace n'est pas la seule à créer des choses magnifiques. Le feu est aussi très doué. Prends par exemple les cheveux de Pélé. Ces fils sont dorés et jolis, mais les toucher est très dangereux. Le vent attrape parfois de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs. Ces gouttelettes sont transportées à des kilomètres du volcan et se voient étirées en fils de verre super fins, également appelés lave capillaire. Certains fils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Tu te sens bien au chaud? Eh bien, il est temps de se rafraîchir à nouveau. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû prendre leurs jambes à leur cou pour ne pas être frappés par d'énormes morceaux de glace tombant du ciel. C'était la célèbre tempête de grêle de l'Alabama qui a provoqué des millions de dollars de dégâts. Après l'orage, on avait l'impression que l'endroit avait été saccagé par des sauvages. Vitrines brisées, pare-brise défoncés, panneaux d'affichage détruits et trous dans les toits. Mais ce qui a vraiment enthousiasmé les chercheurs, c'est un grêlon trouvé près de la ville de Coleman. Ce monstre de la taille d'un ballon de foot mesurait plus de 13 cm de diamètre, un record pour l'État. Maintenant, regarde ces jolies bulles. Il s'agit de poches de méthane, un gaz hautement inflammable. Piégé sous l'eau, ce gaz forme des paysages psychédéliques et d'étonnants motifs. Typiques des lacs de latitude nord, comme le lac Abraham en Alberta. Ces bulles apparaissent lorsque des restes d'animaux, de feuilles et de plantes tombent dans l'eau et sont consommés par les bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Mais ne te laisse pas séduire par la beauté de ce phénomène. Au printemps, la glace fond et les bulles de méthane commencent à pétiller et à éclater de la manière la plus étonnante qui soit. Mais si tu allumes un feu à proximité, tout peut exploser. Imagine que tu surfes sur une vague parfaite et qu'elle se fige soudain. Cela fait froid dans le dos. Heureusement, ce genre de choses n'arrive pas dans la vie, n'est-ce pas? Faux. Il est possible de voir des vagues gelées en Antarctique. Ces vagues se produisent lorsque la glace est comprimée et que la pression toujours croissante en extrait les bulles d'air. Quant à cette belle couleur bleue, elle résulte de la fonte et de la recongélation de la glace. Et un bonus rien que pour toi, les chutes du Niagara gelées. En 2018, les légendaires chutes situées à la frontière entre l'État de New York et l'Ontario, au Canada, ont laissé tout le monde bouche bée. Les touristes qui arrivaient pour admirer les puissantes eaux rugissantes ont été stupéfaits de trouver les célèbres chutes gelées.
Mais elles n'étaient pas vraiment gelées. C'est tout simplement impossible pour une masse d'eau aussi importante. Ce sont les gouttelettes microscopiques que projettent les chutes, ainsi que l'embrun qui avait formé comme une croûte de glace. Par conséquent, en regardant ce beau paysage, on pouvait croire qu'il était gelé. En réalité, l'eau continuait à couler. Elle était simplement cachée sous la glace. L'Antarctique est le continent le plus isolé de la planète. Il renferme 90% de la glace du monde, mais il est considéré comme un désert car les précipitations annuelles n'y dépassent pas 300 mm. Difficile de croire que c'est un désert rien qu'en le regardant, puisqu'il est blanc et plein d'animaux sauvages. Mais l'Antarctique n'est pas seulement ce qu'il semble être en surface, car tant de choses sont cachées en dessous, et même au-dessus. L'Atlantide a longtemps été un mystère pour l'humanité. A-t-elle jamais existé? Et si oui, où était-elle située? L'une des théories soutient que la civilisation atlante aurait pu prospérer et s'épanouir sur le continent antarctique lorsqu'il n'était pas encore recouvert de glace. En raison des ères cycliques de la Terre, c'est-à-dire l'alternance de périodes de glaciation et de périodes interglaciaires, on pense que l'Antarctique a été à une époque une forêt tropicale. Et une récente photo de Google Earth a permis de découvrir des ruines intéressantes, enfouies profondément dans le lit d'un lac du continent blanc. On ne sait pas exactement à quelle civilisation appartenaient ces vestiges, mais certains experts pensent qu'il pourrait s'agir de l'Atlantide. Ces lacs gelés de l'Antarctique renferment encore bien d'autres choses dans leur profondeur. Dans les années 1970, les scientifiques ont été surpris de trouver de grands lacs sous les plaques de glace du continent gelé. On pense que plus de 400 lits de lacs existent sous les couches de glace. Le lac Vostok, par exemple, le plus grand lac sous-glaciaire, y est enfoui sous 3 km d'épaisseur de glace. Des grottes de glace bleue immaculée s'y cachent aussi. L'eau de ces lacs reste liquide grâce au faible niveau de chaleur géothermique provenant du noyau de la Terre. Et les scientifiques pensent que certains lacs ont environ 15 millions d'années. Parmi les phénomènes uniques qui se produisent sur le continent, l'Antarctique abrite une chute d'eau extrêmement bizarre. En 1911, un géologue australien s'est interrogé sur ce qu'on appelle les chutes de sang. Il était très perplexe devant ce flot de liquide rouge qui se déversait d'une petite colline parmi les glaces de l'Antarctique. Après des années d'études, on a compris que la cause de cette coloration était la forte teneur en fer de l'eau. La dernière pièce du puzzle s'est emboîtée lorsque les scientifiques ont découvert qu'il y avait à proximité un lac souterrain dont l'eau était remplie de fer oxydé qui était à l'origine des chutes de sang. En parlant de mystère, cette photo peut être assez déroutante. Pourquoi diable quelqu'un aurait-il besoin de retirer de l'argent en Antarctique? Eh bien, faisons d'abord un petit point historique. En 1956, les États-Unis ont fondé la station de recherche McMurdo, qui reste à ce jour le plus grand centre scientifique du continent. Au pic de la saison, la station accueille entre 200 et 1000 scientifiques. Et ces personnes ont besoin d'argent pour acheter du café, des pizzas et d'autres choses pour répondre à leurs besoins quotidiens. C'est pourquoi la banque Wells Fargo a décidé d'y installer un distributeur de billets. Et ils ont même établi un record du monde Guinness de cette façon. Le distributeur Wells Fargo de la station McMurdo est le plus méridional du monde, ainsi que le plus isolé. Il n'y en a pas d'autre à des milliers de kilomètres à la ronde. Les températures glaciales de l'Antarctique peuvent rendre le continent hostile à la vie humaine. D'ailleurs, l'Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de notre planète. La température moyenne le long des côtes est d'environ -10 degrés Celsius. Mais si tu t'enfonces dans l'arrière-pays, il fait encore plus froid. L'intérieur du continent peut enregistrer des températures d'environ -57 degrés. Le bon côté des choses, c'est que ces conditions glaciales rendent possible certains phénomènes hypnotiques comme les bulles de glace. Ces bulles gelées à l'intérieur de certains lacs antarctiques sont des bulles de méthane. Le gaz libéré lors de la fonte des glaciers finit par geler pendant sa remontée et donne lieu à ce magnifique spectacle. Il y a quelques années, les scientifiques ont été surpris par un trou géant de la taille des Pays-Bas ou du lac Michigan dans un lac antarctique. Ce genre de trou est appelé polynie et c'est un phénomène naturel sur le continent.
mais celui-ci est le plus grand que les scientifiques aient vu depuis les années 1970. Les polynies sont des trous massifs dans une mer de glace. La plupart d'entre eux apparaissent le long de la côte, mais celui-ci a été découvert dans la mer de Weddell, bien plus loin des côtes. Les scientifiques tentent encore de comprendre comment cela s'est produit et quelles sont ses implications pour le climat de la région. L'une des caractéristiques du continent semble complètement artificielle et a même suscité plusieurs théories concernant ses origines. Cette formation ressemble exactement à d'autres pyramides faites par l'homme, n'est-ce pas ? La seule différence est qu'il s'agit en fait d'une formation rocheuse naturelle et qu'elle existe depuis très longtemps. Elle a été découverte pour la première fois lors d'une expédition dans les années 1910 et a été gardée secrète depuis. Elle a été surnommée la pyramide, mais son nom scientifique correct est Nunatak, qui signifie simplement un pic de roche dépassant d'un glacier ou d'une couche de glace. Il existe d'autres pics célèbres qui ressemblent à des pyramides, comme le Cervin en Suisse. Donc non, ce n'est définitivement pas une construction humaine. La liste des découvertes fascinantes sur le continent glacé continue. Alors qu'un programme d'intelligence artificielle analysait un ensemble de données sur l'Antarctique, il est tombé sur une découverte étonnante. Il pourrait y avoir jusqu'à 300 000 météorites non découvertes dans le champ glacé du continent. Des météorites tombent sur le continent depuis des millions d'années. Mais ce n'est qu'il y a 110 ans que la première a été trouvée. Et devine quoi ? Récemment, des chercheurs ont trouvé une météorite martienne en Antarctique de l'Est. C'était la plus grosse trouvée au cours des 25 dernières années et elle pesait environ 75 kg. En général, le feu et la glace sont une combinaison plutôt délicate. Donc, il est peu probable que l'Antarctique abrite un volcan actif, n'est-ce pas ? Et pourtant, si. Le volcan, connu sous le nom de mont Erebus, est le volcan actif le plus au sud du monde. Du magma liquide et de la lave bouillonne depuis des millénaires. En réalité, le mont Erebus est actif depuis plus d'1 million d'années. Et c'est le deuxième plus haut volcan de l'Antarctique avec une hauteur de 3600 mètres. Nous avons déjà mentionné le fait que l'Antarctique n'a pas toujours été glacé. Mais pourrais-tu imaginer une immense forêt tropicale couvrant tout le continent ? Ce n'est pas de la science-fiction, c'était la réalité. Des impressions de feuilles et du bois fossilisé montrent clairement des signes d'arbres tropicaux dans la région. Les recherches sur les fossiles ont également révélé quelque chose de fascinant. L'Antarctique abrite le plus vieux ver du monde. Selon National Geographic, des fossiles trouvés en Antarctique révèlent une espèce de ver disparue depuis longtemps et âgée d'environ 50 millions d'années. Les scientifiques affirment que cette découverte est cruciale pour étudier certaines relations évolutives et que cela n'a été possible que grâce à la congélation de tels échantillons pendant des milliers d'années. L'Antarctique est un continent riche en biodiversité. Les pingouins, les ours polaires et les phoques ne sont que quelques-uns des animaux qui vivent là et dont nous avons connaissance. Mais il existe aussi une espèce de poisson rare et fascinante qui peuple les eaux de l'Antarctique. Connue sous le nom de poisson transparent, cette espèce est aussi bizarre que belle. Ce poisson a dû s'adapter pour survivre aux températures glaciales de l'eau en Antarctique, à tel point qu'il a évolué en un être unique. En plus d'avoir un corps transparent, ce poisson a un sang transparent, ce qui le rend complètement transparent. Et ce, parce qu'il lui manque la protéine hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Quand tu penses à l'Antarctique, tu penses probablement aux icebergs, n'est-ce pas ? Voici donc quelques faits amusants à leur sujet. Savais-tu que les icebergs ont une durée de vie d'environ 3000 ans ? Et qu'avec le Groenland, l'Antarctique est l'une des principales sources d'icebergs au monde ? D'autre part, les icebergs peuvent atteindre jusqu'à 210 mètres de profondeur sous la surface de l'eau, et environ 90% du volume d'un iceberg est immergé. D'où l'expression « ce n'est que la partie émergée ».